Selon Popper, on ne peut pas identifier les théories vraies, mais on peut réfuter les théories fausses. C'est ce qui permet d'accroître nos connaissances sur le monde. Donc, dans le cadre de la philosophie de Popper, les scientifiques, les chercheurs, doivent essayer d'indiquer les conditions dans lesquelles leur théorie se verrait falsifiée. Par ailleurs, Popper encourage les scientifiques à essayer de formuler les théories qui soient les plus audacieuses possibles. Une théorie audacieuse, en effet, va prédire un certain patron de résultats qui n'est pas un patron de résultats trivial et qui donc permettra d'identifier facilement les situations dans lesquelles cette théorie se verrait falsifiée. Prenons l'exemple suivant. L'hypothèse 1 indique que l'amorçage par des mots qui évoquent la performance, tels que réussite, défi, détermination, augmente la persévérance des sujets dans une tâche de mots croisés. Donc l'amorçage, ça veut dire par exemple, on présente à des sujets des mots tels que ceux que j'ai indiqués, mais de manière subliminale, difficile à identifier consciemment, et donc ensuite on va mesurer leur performance dans une tâche de mots croisés et voir si la performance de ces sujets-là serait meilleure que la performance de sujets qui ont été amorcés avec des mots qui n'évoquent pas la performance. Hypothèse 2, l'amorçage par des mots qui évoquent la performance augmente le score des sujets dans toute tâche cognitive. Quelle est, selon vous, la théorie que Popper jugerait comme la plus audacieuse? Prenez quelques secondes ou quelques minutes pour y réfléchir, en réfléchissant peut-être aussi à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Alors, laquelle de ces deux hypothèses est, selon vous, la plus audacieuse? J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous pensent que c'est H1. L'amorçage par des mots qui évoquent la performance augmente la persévérance des sujets dans une tâche de mots croisés, parce que cette hypothèse est plus précise ou plus circonscrite que H2 qui ne mentionne pas une situation expérimentale particulière. Or, c'est précisément l'autre théorie, H2, qui est préférable dans le cadre poppérien, car elle est en fait plus falsifiable ou plus audacieuse dans la mesure où elle porte sur un plus grand nombre de situations possibles. Et que les théories qui sont en fait les plus intéressantes sont celles qui essayent de formuler des principes généraux sur le fonctionnement du monde. Et ce sont aussi les théories qui diffèrent le plus des hypothèses statistiques qui sont spécifiques à une méthode ou une variable particulière, telle que je pense que cette variable va influencer le temps de réaction, etc., etc. Essayons de comprendre alors pourquoi H2 est en fait plus falsifiable que H1. A priori, H1 semble plus précise que H2 et donc plus facile à falsifier, puisque H1 ne porte que sur les tâches de mots croisés. Cependant, H2 est plus audacieuse et en fait s'expose à un plus grand risque d'être falsifiée que H1. Imaginez par exemple qu'un chercheur formule H2 et que pour tester son hypothèse, il réalise 5 expériences, dont une basée sur des mots croisés et 4 autres basées sur d'autres tâches telles que des tâches attentionnelles, des tâches de mémoire ou des tâches perceptives. Dans chacune de ces expériences, il va comparer la performance des sujets amorcés à l'aide de mots qui évoquent la performance à celle de sujets de contrôle qui sont amorcés par des mots qui sont sans rapport avec la performance. Selon son hypothèse, l'amorçage par des mots qui évoquent la performance augmente le score des sujets dans toute tâche cognitive, H2. Le chercheur s'attend à ce que la performance des sujets du groupe performance soit supérieure à celle des sujets du groupe contrôle dans toutes les tâches. Quelles seraient par contre les attentes d'un autre chercheur qui, lui, défend l'hypothèse 1,
à propos de la différence de performance entre les sujets du groupe performance et ceux du groupe contrôle dans les 5 tâches de l'étude du chercheur A. Dans ce cas-là, ce chercheur ne formulerait qu'une hypothèse claire que dans la tâche de mots croisés. H1 ne permet pas, en effet, de formuler une hypothèse claire sur les résultats dans le cas des 4 autres tâches. Dans le cas des 4 autres tâches, selon H1, il est possible que la performance des sujets du groupe contrôle soit en fait plus importante que celle des sujets du groupe performance. Donc, si on essaye de faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, en représentant les performances possibles auxquelles on s'attend selon 2 axes qui seraient sur l'axe horizontal la différence entre le groupe performance moins la performance du groupe contrôle dans la tâche de mots croisés et sur l'axe vertical la différence entre le groupe performance, c'est-à-dire qui a été exposé à des mots qui évoquent la performance, moins la performance du groupe contrôle dans les autres tâches, eh bien, on voit en bleu les valeurs qui sont compatibles avec H2. Selon H2, la performance du groupe performance est systématiquement supérieure à celle du groupe contrôle et donc les sujets, la performance moyenne des sujets devrait se trouver dans le cadran supérieur droit. Ces différences devraient être systématiquement positives. Par contre, représentées en gris, on voit les valeurs qui sont compatibles avec H1, c'est-à-dire avec l'hypothèse qui ne formule d'hypothèse directionnelle claire que pour la tâche de mots croisés. On s'attend à ce que la performance du groupe performance soit systématiquement meilleure que celle du groupe contrôle pour la tâche de mots croisés. Par contre, selon H1, rien n'empêche que la performance du groupe contrôle soit supérieure à celle du groupe performance pour les autres tâches. Et donc, la surface de cet espace qui est compatible avec H1 est en fait plus large que la surface de l'espace des possibles compatible avec H2, contrairement à l'hypothèse qu'on pourrait se formuler de manière intuitive en voyant la formulation justement de ces deux hypothèses.